A tutti voi che siete Lina Poletti. À vous toutes qui êtes Lina Poletti. Notre premier acte a été de changer de nom. Nous allions devenir Sappho. Qui était Sappho? Nul ne le savait, mais elle avait une île. Elle s'était entourée d'une farandole de jeunes filles. Elle pouvait dîner et regarder droit dans les yeux la femme qu'elle aimait, d'un amour parfois contrarié. On raconte qu'elle chantait. C'était comme le soir qui tombe sur le rivage, comme s'enfoncer dans la mousse avec les cieux qui se déversent sur vous. Ses poèmes étaient des hymnes. Nous avons lu Sappho en classe, lors de leçons qui n'avaient d'autre ambition que de nous enseigner la métrique grecque. La plupart de nos professeurs ne se doutaient pas qu'ils répandaient la myrrhe et le nard dans nos veines. De leur voix sévère, ils nous serinaient l'aoriste, mais nous sentions en nous le frémissement des feuilles dans le jour, l'univers tacheté et vibrant de lumière. Nous ne nous connaissions pas encore en ces jeunes années. Nous lisions tout notre sou dans nos jardins, la robe tachée de boue et de résine de pin. Certaines étaient envoyées par leurs familles dans des écoles éloignées pour y être parachevées et s'éveiller à leur propre fin. Mais notre fin n'était pas arrivée. Notre vie commençait à peine. Chacune s'attardait en un lieu qui n'appartenait qu'à elle, cherchant dans des fragments de poèmes les mots qui l'aideraient à définir ce sentiment que Sappho nomme Aithusomenon, les feuillages qu'agite la lumière de l'après-midi. Nous n'avions pas de nom alors. Aussi chérissions-nous chaque mot, jusqu'à celui éteint en des temps anciens. Nous nous instruisions sur les rites nocturnes des Panacudes toute la nuit. L'exil de Sappho en Sicile portait nos regards vers la mer. Nous écrivions à présent des odes aux trèfles en fleurs, aux pommes rougissantes, peignons des toiles que nous tournions vers le mur au moindre bruit de pas. Un regard oblique, un sourire de biais, une main qui s'attardait sur notre bras, juste au-dessus du coude. Nous n'avions pas encore appris par cœur les répliques de circonstance, où il nous fallait nous contenter de vers détachés, au cas où. Des 9 recueils que Sappho écrivit, il ne nous reste que des éclats de dactyle, comme le fragment 24C. Nous vivons l'inverse, téméraire. Cordula Poletti, née en 1885. Cordula Poletti vit le jour au sein d'une lignée de sœurs qui ne la comprenaient pas. Elle était attirée vers les confins de la maison dès son plus jeune âge. Le grenier, le balcon, la fenêtre de derrière qui venait effleurer les branches d'un pin. Le jour de son baptême, Cordula se dégagea d'un coup de pied de ses langes puis s'en alla explorer la nef à 4 pattes. C'était impossible de la garder emmaillotée le temps de lui donner un nom. Cordula Poletti vers 1896. Elle empruntait à la Bibliotheca Classense une grammaire latine qu'elle allait lire en haut d'un arbre près du cimetière. Cordula, Cordula, l'appelait-on en vain chez elle. Sa mère se lamentait sur les jupes de Cordula abandonnées au sol. Quel honnête citoyen de Ravenne consentirait à épouser une fille qui grimpait aux arbres en sous-vêtements? Cordula, Cordula, criait sa mère, mais personne ne lui répondait jamais. Lina Poletti, vers 1899. Elle se choisit un nouveau nom au crépuscule du siècle. Cordula ressemblait trop à corde. Lina évoquait une ligne vive et claire, une main effleurant une rangée de boutons. Lina était celle qui lirait Sappho. Il s'écoulerait de longues années avant que nous entendions parler de Lina Poletti. Elle connut une enfance solitaire, les constellations solennelles d'un ciel de nuit pour seule compagne. Chez elle, c'était toujours le même refrain. Cordula, Cordula, mais Lina n'entendait que le silence des étoiles. Un jour viendrait où elle traduirait Sappho sans l'aide d'un dictionnaire, où elle saurait qu'elle est des nôtres. En ce temps-là, c'était un miracle que Lina n'ait pas mis le feu au domicile familial. Lina Poletti, vers 1900.
Au tournant du siècle, Lina Poletti prit plusieurs longueurs d'avance sur ses camarades dans les matières classiques, de l'élocution à l'élégie. Elle gardait ses distances quand elle s'en retournait chez elle, bras dessus, bras dessous, où se passaient des petits bouts de papier griffonnés de vers obscènes. Lina gagnait seule la Biblioteca Calacense, où elle prenait des notes sur l'emploi du génitif. Le génitif exprime une relation entre plusieurs noms. On le cantonne trop souvent au cas possessif, à croire qu'un nom ne peut avoir de relation avec un autre que en se l'appropriant voracement. C'est omettre le génitif de souvenir, par lequel un nom pense constamment à celui d'un autre, refuse de l'oublier. Sappho, fragments 105a et 105b. Sappho a écrit sur nombre de jeunes filles, des êtres dociles aux cheveux pudiquement relevés, d'autres à la peau d'or qui entrent de bonne grâce dans la chambre nuptiale, d'autres encore qui sont, telle la jacinthe que les pâtres dans la montagne foulent aux pieds. Un recueil de Sappho est composé de chants nuptiaux. Tels les jacinthes dans la montagne, aucun n'a survécu. À celles qui ne veulent pas être piétinées par les hommes, Sappho recommande la branche la plus élevée au sommet du plus grand arbre. Il existe de rares personnes, nous dit Sappho, que les cueilleurs de pommes ont oubliées. Non, ils ne les ont pas oubliées, ils n'ont pas réussi à les atteindre. Le père de Lina gagnait sa vie en vendant de la faïence. Avec 4 filles à élever, il arrangeait leur mariage comme on échange une denrée contre une autre. Une lignée de filles était un fardeau et il n'y avait pas de clients pour les effronter. Quand sa mère l'appelait « Cordula, Cordula » pour lui donner à broder le trousseau de sa dot, Lina était déjà ailleurs. Elle était à la toute dernière page de sa grammaire grecque. Elle était tapie au fond de la Biblioteca Classense. Elle était sortie par la fenêtre de derrière et, assise sur une branche du pin, lisait la poésie d'un siècle qui n'étouffait pas sous les pans de tissu. Rina Faccio, 1892. Rina Faccio ne vit rien venir malgré l'avertissement muet de sa mère. Elle alignait consciencieusement les chiffres, tenait rigoureusement les livres de compte. À l'usine, un employé lui tournait autour. Ses mains trapues empoignaient les leviers, son souffle s'attardait dans sa nuque. Quand Rina s'aperçut de son manège, ses cercles s'étaient déjà refermés sur elle. Il lui retroussa les jupes. Et Rina eut beau appeler à l'aide, il n'eut que la paume bestiale de l'homme pour entendre ses cris. Rina Pierangeli Faccio, 1893. En apprenant que cet homme l'avait possédée, son père n'eut d'autre choix que de la lui céder. La loi italienne enchaînait le destin des filles à la parole de leur père. L'article 544 du Code pénal offrait un puissant levier pour contraindre des jeunes filles de 16 ans à épouser ceux-là même qui les avaient foulées aux pieds. Rina passa d'un foyer à l'autre au cours de l'hiver, livide et hébétée. Sous le toit de leur père, ses 2 sœurs brodaient en silence, tandis que ce qu'il restait de leur mère était abandonné à l'asile de Macerata. La patria potestas. Anna Kulishov se tenait vent debout contre le pape, le tsar, l'essentiel des socialistes italiens et leur conception de l'existence humaine. Que ces hommes puissent se battre sur tous les fronts, sans lever le petit doigt pour remédier aux pathologies postpartum, voilà qui dépassait l'entendement. Le pire, le plus malveillant, c'était la violence qu'on infligeait au corps et presque toujours aux femmes dans le secret des foyers, au nom de la patria potestas inscrite dans le droit civil. Patria signifie à la fois le père et la patrie, et potestas formait le nœud rigide de leur droit à disposer en maître des femmes, des enfants et des biens domestiques. La patria potestas se transmettait de père en fils depuis l'Empire romain. En 1865, elle fut couplée dans le code Pisanelli
à l'autorizzazione maritale qui aurait autorisé les maris à traiter leurs femmes comme des enfants à perpétuité. Peu importe comment elles évoluaient de corps et d'esprit, elles ne seraient jamais des personnes à part entière au sein de la patrie. Anna Kulishov se hâta de devenir médecin, spécialisé tant en gynécologie qu'en anarchisme. Rina Sibilla, 1902. En 1902, Rina abandonna son fils, son mari et son nom. Elle s'enfuit à Rome, où elle loua une minuscule chambre meublée d'un secrétaire. Entre les cours particuliers qu'elle donnait et ses heures de bénévolat dans un dispensaire pour enfants pauvres, elle s'éprit d'un éminent romancier. Lorsqu'il lui demanda son nom, Rina répondit « Sibilla », comme la Sibylle de Delphes. Un nouveau nom était comme un carnet vierge. Rina pouvait y réécrire sa vie. Sur un folio de pages blanches, elle s'inventerait en Sibilla, énigmatique et sibilante. Sibilla Aleramo, née en 1906. Sibilla Aleramo dirait plus tard être née en 1906, l'année où fut imprimé à Turin le premier exemplaire d'Una Donna. Elle tint le livre entre ses mains. Ce n'était pas un bébé, ce n'était pas un flacon de laudanum, mais un objet solide, le volume de toute une vie. Son nouveau nom était inscrit au dos. Sibilla Aleramo, Una Donna, 1906. Una Donna racontait l'histoire d'une femme dont la mère s'est jetée par la fenêtre vêtue d'une robe de papier blanc, dont le corps est piétiné, telle la jacinthe, dont le père l'a livrée à un homme, dont le fils est né au milieu des coups et des lessives. C'était l'histoire d'une femme qui ne s'appelle pas Nora et qui cesse d'être une épouse. Sibilla Aleramo et Lina Poletti, 1908. En 1908, Sibilla Aleramo était une écrivaine célèbre, doublée d'une sulfureuse féministe. Lina Poletti, poète de 23 ans, aux yeux couleur d'or, l'observait depuis le vestibule marbré de la Sala degli Orazzi e Coriazzi. Elles étaient à Rome en ce mois d'avril, mêlées aux femmes qui débattaient de leurs droits dans des salles surchauffées. La reine et la princesse Maria Letizia étaient venues entendre parler de l'éducation des filles. Anna Kulishov exhortait l'Assemblée à ne pas se satisfaire des quelques rudiments qu'on leur enseignait alors qu'elles pourraient gagner le droit de rejeter la patria potestas et ses soutiens autocratiques. Et poète celle qui, sur le seuil d'une pièce, voit devant elle des vagues, l'invitant à plonger, tête la première, dans la mer. Lina prit une goulée d'air, puis se fraya un chemin à travers la foule. Les bancs d'épaules saillantes, le ressac des conversations et le balai des jupes. Parvenue à la hauteur de Sibilla, elle expira triomphalement. En sentant son souffle sur sa nuque, Sibilla se retourna et vit Lina aux yeux en fusion. Et poète, celle qui, s'éloignant inexplicablement du rivage, échoue sur une île de son invention. Sappho, Fragment 2. A cletic poem is a calling, both a hymn and a plea. It bends in obeisance to the divine, ever dappled and shining, and at the same time it calls out to ask. Quand viendras-tu? Pourquoi dérobes-tu ton éclat à ma vue? Tu ruisselles à travers les branches de l'arbre quand je dors à son pied. Tu te déverses comme la lumière de l'après-midi et t'attardes pourtant ailleurs, hors du jour. It is while invoking the one who abides and yet must be called urgently from a great distance that Sappho writes of Aithusomenon, the bright trembling of leaves in the moment of anticipation. Une poète vit en des temps clétiques, quel que soit son siècle. Elle appelle, elle attend. Elle s'allonge à l'ombre du futur et sommeille entre ses racines. Son cas est le génitif du souvenir. Romaine Brooks, l'Amazone. Romaine Brooks passa sa jeunesse à Rome,
où elle apprit à peindre des formes grises et angulaires comme son corps. Elle ne voyait pas au nom de quoi les leçons de nu d'après modèle vivant devaient être la chasse gardée des hommes. Elle possédait, outre des fusains, un geste assuré. Elle s'inscrivit donc et ignora tout le monde, à l'exception du modèle. Elle ne pouvait empêcher ses camarades de commenter à voix haute son allure étrange, toute grande gigue qu'elle était. Mais elle se coiffa bientôt d'un haut de forme qui lui ombrageait le regard. À la Scuola Nazionale d'Arte, elle excellait dans les silhouettes, les nus et les rudiments de versification. Nathalie Barnet passa sa jeunesse à Paris, où sa mère apprenait à peindre. Livrée à elle-même, Nathalie faisait ce qui lui plaisait, à savoir écrire des poèmes et rencontrer des filles. Un été, elle fit la connaissance d'Eva Palmer, dont la longue chevelure rousse était un poème que Nathalie Barnet voulait écrire. Cascadant jusque sur ses chevilles, elle flottait à quelques centimètres du sol, irrésistible. Dans les bois, elle se dévêtait pour lire Sappho, déclinait des noms nus parmi le feuillage. Elles vécurent ensemble à Paris, dans un nuage vermillon, jusqu'à ce qu'Eva parte en Grèce et épouse quelqu'un. La guerre avait déjà commencé quand Nathalie Barnet rencontra Romaine Brooks, qui peignait tout en gris, colombe ou acier. Nathalie croyait pouvoir compter bon an, mal an sur Romaine pour rester à Paris, où la lumière était constante et feutrée. Romaine posa son œil froid sur Nathalie et la peignit en gris devant une fenêtre, hivernale, réchauffée par un manteau de fourrure. Sur le bureau auquel s'accoudait Nathalie, un petit cheval de jade caracolait au sommet d'une pile de ses poèmes. Romaine intitula ce portrait « The Amazon ». Puis, elle quitta Paris pour l'ocre et l'azur méridionaux. Renée Vivienne, 1899. Renée Vivienne barely had a youth. What few years she had were in Paris, writing poems and studying Greek. She wouldn't eat, she wouldn't sleep, she wouldn't go out in the daytime. She would only translate Sappho into French. One evening, in the autumn of 1899, when the horse chestnut trees were bare of leaves, somewhere between fragment 24A and 31, she met Nathalie Barney. Renée Vivien, Sappho, traduction nouvelle avec le texte grec, 1903. Malgré toute la rigueur que mettait Renée Vivien dans sa traduction de Sappho, quelque chose finissait toujours par se perdre. Renée allumait des bougies, brûlait de l'encens, se lavait la bouche à l'eau de Cologne. Elle passait des nuits entières à invoquer des esprits visibles d'elle seule, mais rien n'y faisait. Elle échouait à la faire renaître complètement. Sa Sappho était la tisseuse de violettes. Les phrases, infiniment délicates, s'émiettaient entre ses mains à l'œuvre. Renée observait les autres ses mains avec effroi. Elle prit l'habitude de porter des joncs à ses poignets pour ne plus entendre son esprit grincer en se trompant de mots. En 1904, Nathalie Barnet emmena Renée sur l'île de Lesbos. Pendant ces mois ensoleillés à Mytilène, elles contemplèrent le bleu intense de la mer sans parler. Si ce n'est d'y fonder une école, un salon, une retraite, un temple à la gloire de l'intimité des femmes, enfin le poème en débarquant à Mytilène. Renée se laissait porter par le temps clétique, nageait dans les calmes matinées égéennes, promettait de freiner sur le chloral. Elle portait des pantalons de lin rêche et transcrivait ses visions avec la sérénité d'un ascète ou d'un oracle. Retourner à Mytilène signifiait de descendre au fond de soi-même jusqu'aux os. Une fois dépouillés de leur chair, les vers s'attachaient à Sappho. Mais lorsqu'elles regagnèrent Paris à la fin de l'été, Renée cloua ses volets pour ne plus voir le ciel de plomb. Ce retour en un lieu autre que Mytilène lui était insupportable. Eva Palmer, Sappho, 1900. Eva Palmer n'oublierait jamais la première fois qu'elle avait été Sappho. Elle s'était tenue immobile. C'était un tableau vivant. Le corps enveloppé dans une moitié de drap, Eva avait tendu le bras comme pour chanter.
Elle avait pourtant gardé le silence, sa chevelure rousse lui tombant jusqu'aux chevilles, le drap glissant le long de son épaule. L'air bruissait des sons de l'été sur l'île des monts déserts, le craquement des pins ondulants, les volées des oiseaux dans les chaumes, la caresse du vent sur les voilages de la maison de vacances. Un murmure s'éleva du petit groupe de spectateurs venus assister à la métamorphose d'Eva. Ses parents américains en villégiature à Bar Harbor ignoraient ce qui avait valu à Eva Palmer d'être exclue toute une année de Bryn Mawr. Mais c'était une fille très étrange, ça ils le voyaient bien. De leurs yeux, ils resserraient les plis lâches de son drap. Cela se passait en 1900. C'était la première fois que Natalie Barney voyait Sappho se produire devant un public. Eva Palmer et Sappho, fragment 16, 1898. En réalité, Eva pratiquait Sappho depuis longtemps. En 1898, dans une résidence universitaire de Rathnóhall, on avait surpris Eva en train de pratiquer avec 2 ou 3 filles. Elles passaient leurs examens de grec, niveau intermédiaire, argua-t-elle. Elle aidait ses camarades à mieux saisir l'aoriste et sa valeur d'action passée. La présidente de l'université n'avait rien voulu entendre. Eva et Sappho avaient écopé d'une exclusion d'1 an. Après avoir rempli une valise de livres, Eva était partie à Rome, Sappho sur ses genoux, ouverte au fragment 16, l'entraîner pour, doucement, Nathalie Barney et Eva Palmer, 1900. Dans le bois derrière la maison de vacances, elles se déshabillèrent et passèrent l'après-midi à s'apostropher au vocatif. Quand Eva déclamait un poème, Nathalie percevait le silence des arbres qui incendiaient leur couronne pour mieux l'entendre. Au dernier vers, Nathalie prit Eva par le poignet, la conduisit au milieu de la clairière, puis recula de quelques pas et admira ce tableau de sa composition. Eva, majestueuse et nue, dans le jeu d'ombre des feuilles espiègles. C'était nos débuts, et nous regardions, fascinés, les rares photographies qui en subsistaient. Eva ressemblait à une tache pâle, ses cheveux traînant dans les aiguilles de pin. De son côté, Nathalie arborait un sourire épanoui. L'une et l'autre étaient si jeunes qu'elles n'avaient encore rencontré personne, excepté dans les livres. Nathalie l'embrassa, livre, corps, aiguille de pin. Elles étaient jeunes, mais elles se savaient sur le point de devenir. Sappho, fragment 19, 1901. Le fragment 19 est fait de lignes incomplètes. Chaque mot est comme avalé après une respiration. Dans la première partie du poème, Sappho parle de l'attente. La tension du temps avant que quelque chose arrive. Le poème s'interrompt alors et on ne perçoit plus que l'égrainement du néant. Point, blanc, point, blanc, point, en un rythme mélancolique. Point, blanc, point. C'est le bateau de Nathalie qui s'éloigne de l'île, songea Eva. Un grain de sable posé sur la baie, bientôt balayé. Absente à elle-même, Eva reprit le chemin de l'université en 1900, tandis que Nathalie se dirigeait vers Paris. Nathalie Barney, les jeunes filles de la société future. 1914 avait d'abord eu l'air d'un grand pas en avant. Nous avions tant de motifs de nous réjouir. Sarah Bernard fut faite chevalier de la Légion d'honneur et reçut un beau ruban rouge pour l'occasion. Alors qu'elle nous faisait ses adieux à la gare de Lyon, Sibilla Aleramo nous glissa qu'il passaggio serait une déclaration d'amour à Lina Poletti. Dans notre petit royaume d'Odéonie, Gertrude Stein publia son recueil de poèmes « Objects, Food, Rooms ». Nathalie en fit une lecture dans son salon, où la gouvernante avait disposé des plateaux de sandwich aux concombres sur des tables laquées.
Nos vies semblaient se refléter avantageusement sur toutes les surfaces. Ainsi, descendions-nous bras dessus, bras dessous, la rue de l'Odéon, le cœur léger. Nous avions nos livres et nos films. Nos relations ne tombaient pratiquement plus sous le coup des lois européennes. Enfin libérés des criminologues, nous cherchions désormais noix aux psychologues qui glosaient sur nos seins, nos toux et nos pères. En 1914, nous avions tant de motifs d'espérer. Nous nous retrouvions dans nos cercles. Les jeunes filles de la société future. Le lycéum, Le temple à l'amitié. Le Congresso Internazionale delle Donne. L'Odéonie. Nous nous redoublions d'efforts à deux doigts de faire plier le monde. Quelquefois, pourtant, un bruit de voix confuse parasitait l'année, à la manière d'une radio mal réglée. nous entendions des détonations, des cris, des accords passés en toute discrétion derrière des bureaux en bois de citronnier. Nous entendions un bruit de déchirure, un drapeau ou peut-être une jupe. Nous entendions un Anglais dire d'un ton solennel « Les lampes s'éteignent dans toute l'Europe. Nous ne les reverrons pas s'allumer de notre vivant. » Plus tard, Virginia Woolf se demanderait si nous n'aurions pas dû sommer les hommes en Europe de justifier leur entrée en guerre. À dire vrai, il ne nous avait jamais traversé l'esprit qu'ils puissent nous faire une réponse cohérente. Nous avions essayé de lire les histoires. Le conflit italo-austro-hongrois de 1866. La guerre franco-prussienne de 1870. La course effrénée et brutale pour coloniser l'Éthiopie en 1887. L'été 1896, la guerre anglo-zanzibarite avait duré 38 minutes. En 1900, on était passé à autre chose. Révolte, massacre, conquête, insurrection en tout genre. En 1911, l'invasion impitoyable de Tripoli par les Italiens. Et maintenant, 1914, ce combat insensé des corps et des balles, jusqu'à ce qu'il ne demeure qu'une masse nue et écorchée, un amas de boue et de blessures gagnées par la gangrène. Pouvions-nous leur demander d'agir, un être raisonnable pour une fois ? Pourquoi avait-il fallu qu'ils éteignent les lampes dans toute l'Europe alors que nous avions bon espoir de devenir Sappho ? Lina Poletti, il poema della guerra. Trucidatori di donne sono. C'est sur ces mots que s'ouvre le poème de Lina Poletti. Ce sont les assassins des femmes. Dans le corps de prison, poursuivait-elle, le corps de l'infirmière Edith Cavell gisait. 2 hommes avaient tourné leurs armes vers elle. Ils lui avaient tiré dans le temple, elle qui tenait tant à les soigner. Per voi tutte cadute, implorait Lina, pressant de plus belle sa plume sur le papier. Pour vous toutes, femmes aux vies liquidées dont les corps gisent, ensanglantés, inanimés, nous vous rendrons justice, nous dirons, elles leur barrent la route, ils n'iront pas plus loin, nous les arrêterons ici, à cette mort, à ce corps, à cette femme abandonnée tel un détritus dans la boue de cette cour de prison, pas une de plus. Lina composa son poème tout au long de la guerre. Il y avait tant de femmes assassinées et pas le temps de désespérer. Le soir, Eugénia soupirait parfois. Lina brûlait et brûlait, son esprit s'embrasait au feu des bombardements, aux cris qui hantaient son sommeil. Avant l'aube, elle se levait du lit où Eugénia dormait encore et écrivait une autre strophe. Eugénia appelait « Lina ». D'une voix basse et pressée, Lina lui disait « Tu es au courant du pillage d'Ypres ? Tu sais ce qu'ils ont fait ?» Et Eugénia de répondre « Lina, chérie, je sais qu'après avoir brûlé et brûlé, il ne reste que des cendres. » Cassandre, 1919. La guerre nous avait empli les yeux et la bouche de cendres. Nous fîmes disparaître décombres et poussière sur notre vision. Nous étions libres d'acheter du beurre et de l'essence. Nous allions sans frayeur par les rues. La plupart d'entre nous étaient restés, à l'exception d'Eileen Gray, partie après que son neveu eut péri à Ypres. De Londres, elle nous donna des nouvelles de Virginia Woolf, qui écrivait maintenant de courts textes tirés du réel. Nous nous disions depuis si longtemps que nous allions être Sappho que les mots de Cassandre sonnaient étrangement sur nos langues. Nous les récitions d'une voix hésitante, comme on conjugue des verbes dans une langue étrangère.
Nous qui marchions sur les traces de Sappho, nous irons désormais de l'avant. De ces fragments émergeront nos formes nouvelles et modernes. Il y aura un futur dans le mode qui est le nôtre. Nous ne vivrons plus à la manière d'eux, mélancolique et optative. À présent, Sappho allait devenir nous. Nous allions survenir à Sappho. Et Sappho ne serait plus jamais la même. Nous avons jeté nos grammaires, nos étoffes de soie et ornements de lierre, les volumes de René Vivien. Dorénavant, avons-nous dit à Nathalie Barnet, Sappho porterait nos vêtements à boutons et à col. Sappho conduirait nos automobiles, écrirait nos romans. Nous imaginions Sappho tourner son regard vers nous, pleine d'espoir, d'impatience peut-être, entendant que son avenir lui apparaisse sous nos traits. Nous pensions à Virginia Woolf. Maintenant, de courts textes tirés du réel. Oui, approuva Romaine Brooks. Assez de poésie lyrique, plus de nature morte fleurie, davantage de portraits de nous. Aileen Gray, Fauteuil à la sirène, 1919. Damia avait chanté pendant la guerre pour les soldats sur le front. À son retour à Paris, sa voix chaude et rauque faisait entendre une note plus basse. Elle passait désormais pour une tragédienne lyrique, telle une actrice ou une sibylle. Observant les yeux creusés de Damia, Aileen Gray songea qu'elle avait besoin de repos. En 1919, Aileen prit donc ses crayons, puis sculpta, ponça et tapissa jusqu'à ce que son projet prenne forme. Il s'agissait d'un fauteuil aux lignes élégantes et voluptueuses, pourvu de pieds, de bras laqués de noir et d'un coussin de velours couleur orange brûlé. Le dossier représentait une sirène dorée qui caressait sa queue et contre laquelle les belles épaules de Damia trouvaient à se carrer. Maintenant que je t'ai fabriqué ce fauteuil à la sirène, dit Aileen à Damia, j'espère que tu ne me précipiteras pas dans les rochers. Élisabeth de Gramont, Les lacs d'Aileen Gray, 1922. Madame Aileen Gray rêve d'ensemble d'une cohésion parfaite, écrivit Élisabeth de Gramont avec admiration dans Feuillet d'art. Madame Gray veut créer des intérieurs conformes à nos existences. En ce temps-là, nos existences avaient la forme d'un compartiment intérieur, percé de nombreuses fenêtres, comme autant de possibilités. En règle générale, nous vivions seuls dans nos intérieurs, de la même manière qu'une orchidée ou une pieuvre enfouit ses parties souples dans la fente d'un rocher. C'était un espace d'une cohésion parfaite, tout entier façonné autour de nous. Nous y avions des bureaux laqués pour écrire, des tapis où nous nous enfoncions, des divans pareils à des cosses de fruits venus de contrées étrangères. Passé l'entrée, nous pouvions fermer la porte et mûrir nos réflexions des jours anciens. Ainsi avons-nous commencé à réfléchir au fait qu'une image plane puisse être simplement la façade d'un intérieur. Un roman ou un tableau était en fin de compte un contenant carré renfermant des idées. Mais sans une pièce pour abriter ses débuts, délicats et hésitants, comment un portrait pouvait-il atteindre sa forme finale ? Nous songions aux carreaux de verre bleu marquant la frontière entre l'atelier et la galerie de Jean Désert, un sol pour présenter la scène d'un salon soutenu par l'espace de sa fabrication. Peut-être que Aileen Gray meublait nos pièces de la possibilité de penser derrière les surfaces que nous créions. Ada, Béatrice Queen Victoria Louise Virginia Smith, vers 1922. Originaire de West by God, Virginia, comme elle disait, Ada Smith avait reçu un nom de tous ses voisins désireux de mettre leur grain de sel. Sa mère tenait à Chicago une maison de rapport qui voyait défiler immigrés, ouvrières et familles en route vers l'ouest. Plus loin dans la rue, il y avait un théâtre où l'esprit vint à la jeune Ada. À 16 ans, Ada était une princesse de second rang
dans le circuit de vaudeville qui transportait des troupes d'artistes noirs vers des villes en majorité blanches. Elle dansait un peu, elle chantait un peu, elle connaissait la vie. Elle possédait des cheveux auburn soyeux et une robe blanche avec des volants aux coudes. En 1922, sa trajectoire l'avait conduite à un nightclub d'Harlem. 2 ans plus tard, elle embarqua pour Paris, à bord de l'America. Ada Bricktop Smith, 1924. À Paris, Ada travaillait tard et donnait des leçons de danse jusqu'à ce qu'elle devienne à Montmartre l'impératrice de son propre nightclub. Là, elle présidait les livres de comptes avec son cigare et sa coupe de champagne, chantait ce qui lui plaisait et dansait de temps à autre. Elle accueillait des jeunes filles venues d'Amérique avec leurs valises en carton et leurs ritournelles. Lorsque nous l'invitâmes à venir manger des sandwichs au concombre chez Nathalie Barnet, elle eut un sourire crispé et répondit qu'elle avait fort à faire. Le 3e prénom d'Ada Bricktop Smith était, il est vrai, Queen, une reine. Bricky et Josie, 1925. Josie était l'une des filles d'Amérique qu'Ada Bricktop Smith accueillit chaleureusement au Music Box. Cette chorus girl originaire du Missouri connaissait elle aussi les minstrel shows, les leg shows et savait comment garder des accroche-cœurs bien dessinés jusqu'au bout de la nuit. Mais elle n'était presque pas allée à l'école, découvrit Bricky. Et à présent que tout le monde réclamait un autographe de Miss Josephine Baker, il était regrettable qu'elle sache à peine écrire son nom. Bricky se versa un verre de whisky et prodigua ses conseils à Josie. Le truc, lui dit-elle, c'est que personne ne se soucie de Josie, crois-moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est un morceau d'elle, un témoignage. Bricky aida Josie à se procurer un tampon avec sa signature, de sorte que lorsque l'entrée des artistes était prise d'assaut par des admirateurs de la danse sauvage, Josie n'avait qu'à tamponner une 20aine de portraits d'elle avant de s'éclipser saine et sauve. Bricky avait raison. Il vous aurait mis en morceaux si vous les laissiez faire. Virginia Woolf, La fiction moderne, 1919. Quelqu'un s'était trompé sur toute la ligne avec la fiction moderne, ou plus précisément, un certain nombre d'hommes, écrivant leurs volumineux romans, avaient tant persévéré dans leurs erreurs page après page que la littérature anglaise était à présent concentrée dans une masse sans éclat ni relief. Aucun personnage ne se rebellait contre les conventions qui estampallaient sa vie. Aucun sentiment, aucune pensée un tant soit peu exaltante ne se détachait. Les boutons étaient boutonnés. Les mariages étaient célébrés chaque week-end de juin sous un ciel clément. Ça et là, une tante restée vieille fille s'éteignait, laissant un solide héritage aux jeunes héros. Tout se déroulait comme prévu. Mais la vie nous échappe toujours, protestait Virginia Woolf. Un roman devait filer à côté d'elle, pareil à l'ombre d'une locomotive qui traverse un paysage. Ici, elle s'élève fugacement le long d'un muret. Là, elle disparaît dans le lit d'une rivière, projette sa silhouette inégale sur l'herbe et les graviers. C'était ça, un roman. C'était ça l'esprit d'une vie qui se mouvait sur la page. La tâche du romancier n'était-elle pas de nous faire percevoir cet étrange esprit changeant et diffus, quelles qu'en soient les aberrations ou les subtilités? Vita, 1922. Vita Sackville-West n'était pas habituée à ce qu'on ne lui trouve pas grand intérêt, surtout lorsqu'elle s'était habillée pour la circonstance. S'inclinant à la lumière des bougies, elle interrompit les convives. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin, Virginia. Je dois vous faire un aveu, je suis une de vos plus grandes admiratrices. Vous êtes, à mon avis, la Sappho de notre temps. » Virginia Woolf leva brusquement les yeux. « Ai-je eu l'occasion de vous rencontrer ?» demanda-t-elle en examinant Vita. « Oh, je ne crois pas, répliqua Vita, avec un petit rire insouciant. J'ai certes de nombreuses vies, mais je me souviens de la plupart d'entre elles. » Vita Sackville-West, Le défi, 1923. Brandir, secouer et fracasser étaient des verbes appropriés pour décrire Vita dans ses œuvres. Qu'était la vie d'un homme, sinon le droit inaliénable au verbe d'action?
qu'aurait pu devenir Vita grâce au transitif et à de solides bottillons. Le sourcil ombrageux, elle se secoua, se leva de son bureau, puis brandit un candélabre pour voir son image qui se reflétait sur la vitre sombre. D'ici 15 jours, son roman serait chez l'imprimeur, après quoi il ferait une entrée fracassante dans les librairies. Virginia et Vida, 1925. Si tu m'imagines, écrivit Virginia un matin à Vita, je te ferai. Par la poste du soir, Vita répondit, Mancamelo tutti, comme on dit en Roumanie, je ne peux pas vivre sans toi. Gertrude Stein, La fabrication des Américains, 1925. On pourrait penser que les Américains, c'est 4 doses d'eau pour une dose de bluff. Bouillis ou dilués, ils ne réduisent jamais à plus d'une demi-tasse à 20 degrés alcooliques. Mais Dieu sait qu'ils peuvent faire ronfler un moteur. Les nuages sont vaporisés par la vitesse du processus de fabrication des Américains. À partir de 1902, Gertrude Stein fabriqua des Américains tous les jours et donna à cette opération le nom de roman. Lina Poletti, vers 1927. Nous ne connûmes jamais la date exacte de la disparition de Lina. Nous avions seulement entendu dire que la nation italienne ne permettait plus certains agissements. Les policiers se montraient toujours plus pressants dans leurs interrogatoires. Les doubles fonds étaient désolidarisés des chaises. Le sol robuste de villes comme Rome tanguait sous les pas des citoyens. La race italienne semblait coagulée dans les veines, expulsant tout corps étranger. Les monuments antiques se fissuraient, puis se désagrégeaient en rendant une poussière de marbre qui épaississait le ciel. Le cœur se mit à tousser compulsivement. Une nuée d'oiseaux s'envola, aussi noire que les entailles dans les cieux. Nous avions peur qu'il n'arrive un grand malheur à Lina Poletti. Cassandre, 1927. Biographie sans naissance, élégie sans mort. Nous étions bien en peine de dire ce qui bornait encore une vie. De plus, en français, le mot « genre » s'applique aussi bien aux personnes qu'aux livres. Certaines autobiographies se désintégraient dans un solipsisme, alors que d'autres tournaient leurs parties les plus chaudes vers l'extérieur, s'ouvrant leur cœur en une constellation vertigineuse de parties en mouvement. Lina Poletti avait disparu avant de nous avoir révélé l'orientation que prendrait notre avenir. Nous nous souvenions de la prédiction de Cassandre. Nous renverserions l'ordre des choses. Autour de nous, le temps se retournerait comme un portrait aspirant son cadre. Nous pensions à la maison d'Eileen Gray qui regardait dessous ses paupières. Un battant pivotant sur ses gonds marquait la frontière entre le fait de voir et celui d'être scruté. Une alcôve était un secret. Sa forme reprenait les lignes courbes d'un sujet en train de lire ou d'embrasser. À l'intérieur de la villa E1027, l'une des nôtres aurait pu se retrancher du monde, ou une multitude, ou toutes celles et ceux que nous avions toujours été. Nous cherchions un moyen d'écrire une vie avec toutes ses pièces. Virginia et Vita, 1927. Il me vint tout à coup à l'esprit que je pouvais révolutionner la biographie en une nuit, écrit Virginia à Vita, et je n'ai besoin que de toi. Tu n'y vois pas d'inconvénient ? Vita répondit tendrement que Virginia pouvait entrelacer toutes ses fissures, toutes ses ombres, tous ses chapelets de pensées irisées et jusqu'à ses tendons. Dans ce cas, dit Virginia à Vita, nous devrions commencer le livre sans attendre. Mais bien sûr, la biographie avait débuté voici plusieurs mois,
plusieurs années, voire plusieurs siècles, la théorie étant que le personnage avance sous terre avant que nous naissions, telles les racines tortueuses qui, par leurs ramifications toujours en travail dans le sol, rattachent un chêne à cette planète qui tourne comme une toupie. Virginia Woolf, Feathers in Fiction, 1927. En 1927, Virginia s'était engagée à écrire sur les phases de la fiction. Il y avait la phase où tout n'était que romance, puis un intrigant élan intérieur qui vous poussait à lire chaque livre comme si vous en étiez vous-même l'auteur, et en dernier lieu la phase du désespoir octorial, car que pouvait-on dire aujourd'hui au sujet des romans si ce n'est que le monde avait volé un éclat et que Virginia était amoureuse de Vita. Dans l'éclipse des phases de la fiction, Virginia entrevit la silhouette d'une forme en train d'émerger. Ce n'était pas un roman, ce n'était pas une ombre. C'était la couleur d'une ou deux femmes qui réfléchissaient à la lueur d'une lampe tout en haut d'une maison. Avant que l'incandescence ne se dissipe, Virginia écrivit sa propre note explicative, une biographie intitulée « Orlando, Vita », avec pour seul changement le passage d'une identité sexuelle à une autre. Vita et Virginia, 1927. Jour de ma vie, c'était la devise des Sackville. Elle faisait souvent office de marque d'affection. Il arrivait qu'un être aimé soit ainsi salué au petit jour par un Sackville ou un autre, alors qu'il s'éveillait, nu, dans un lit à Nôle garni de coussins à pompons, expliqua Vita à Virginia. Il se peut, ajoute-t-elle d'un air polisson en glissant sa main dans la poche de Virginia, que l'être aimé n'ait pas fermé l'œil de la nuit. Elles avaient roulé jusque dans le Yorkshire pour voir l'éclipse solaire. « Est-ce que tu traduirais en français pour moi ?» demanda Virginia à Vita dans l'étrange silence qui suivit le passage de l'ombre. « Puis-je m'inspirer de toi ? Puis-je t'emprunter ta grand-mère, ton poème, cette veste en velours qui te donne un air irrésistible et échevelé ? » « Jour de ma vie, répondit Vita. Je t'offre toutes mes vies. Considère-les comme tes jouets. Virginia Woolf, Women and Fiction, 1928. Après avoir traversé les pelouses impeccables de Cambridge, Virginia Woolf aborda de biais son sujet. « Imaginez lire un roman, dit-elle aux étudiants qui la regardaient avec curiosité en ouvrant leur cahier, et tomber sur cette phrase « Chloé aimait Olivia ». Vous pourriez penser « Oui, je me souviens, pendant des siècles, Chloé a aimé Olivia. Elles se sont allongées à l'ombre des fougères, sur le rivage du Nil que nous n'avons jamais oublié. » Ou alors, vous pourriez craindre qu'il n'arrive un malheur à Chloé et à Olivia, ou au roman lui-même, car il est certain qu'il sera interdit par un magistrat, dans une salle d'audience où la lumière est ennuyeuse comme la pluie. En effet, depuis l'époque de Cassandre, les vérités des femmes dans la fiction nous ont toujours attiré des ennuis. Pourtant, si vous fermez à clé la porte de votre chambre, vous pourriez tenter d'écrire l'histoire de Chloé et d'Olivia. Il faut d'abord commencer par changer les noms. De cette façon, vous aurez le sentiment que ce récit vous appartient. Après le mot de la fin, vint enfin l'heure d'écrire la biographie de Lina Poletti. Nous avions craint pour sa vie, mais en vérité, elle avait de nombreuses vies, toutes enchevêtrées aux nôtres. Le monde moderne était parfois déconcertant, mais Lina Poletti avait vécu un siècle sans y avoir mis le feu. Elle apprit les nouveaux mots. Elle aida à faire tomber les vieilles statues de leurs piédestaux. Elle se battit contre la loi du sang. Elle se battit contre l'heure virile. Elle se battit pour les droits qu'Anna Koulitchov n'avait pas eu de son vivant. Chaque fois que les fascistes arrivaient, Lina écrivait une manifeste. Une bougie brûlera toujours. Elle prit par la main des êtres qu'on lui avait décrits comme épouvantables,
sauvages, dénaturés, criminels et étrangers. Ils manifestèrent en chantant « Insieme siamo partiti, insieme torneremo ». Ensemble, nous sommes partis, ensemble, nous reviendrons. Un fragment demeure pourtant inachevé. Ensemble, nous irons toujours de l'avant. Sa voix se cassa avec le temps. Elle changeait de nom. Elle changeait de genre. Ses yeux en fusion nous regardaient arriver dans le temps présent où nous lui disions du mieux que nous pouvions. Voici maintenant ce que je chanterai bellement afin de plaire à mes compagnes. Une minute. Vous avez entendu les mots et des extraits du texte de Après Sappho, écrit par Selby Winschwartz. Ce livre, que vous trouverez évidemment à la sortie, a été traduit par Hélène Cohen et édité dans la collection magnifique L'Imaginaire Gallimard, dirigée par Margot Gallimard. Avec deux préfaces, l'une d'Estelle Mayer. L'autre, d'Anne Carretta, complice de bien d'aventures. Et vous avez entendu une suite pour Lina Poletti par Céline Sciamma. Et tout ça, grâce à l'amour de Suzette Robichon. Il faut dire qu'on est avec Anne, ça fait plus de 10 ans qu'on fomente des mauvais coups. Notre groupe s'est élargi. Et voilà. Et c'est aussi grâce à nous toutes. Et franchement, ce texte nous a tellement pris au cœur qu'on avait envie de le faire entendre et de le partager. Voilà. Il est traduit dans plusieurs langues. Il y a d'ailleurs Luca, qui est, je ne sais plus où, je l'ai vu quelque part, qui a traduit ce livre en allemand. Merci, et d'autres personnes. Merci Luca.
me saluer. Je l'ai vu là-bas.